comme tout le monde le sait, les officiels occidentaux l'ont toujours dit. Les journalistes de presse, des presses occidentales l'ont prouvé que l'Occident organise, finance le terrorisme. Tout le monde le sait. Ça les profite. Et aussi, j'ajoute que ça profite vraiment aussi à Fonya Singbe. Et je vais expliquer comment ça profite à Fonya Singbe. Vous savez que dans la sous-région, il y a un bouleversement. Depuis il y a de cela 3 ans, les régimes dictatoriaux propres de la France sont renversés par le peuple et puis appuyés par de nouveaux braves militaires. C'est le cas du Niger, du Mali, de Burkina Faso. Donc, le Togo n'est pas épargné. D'un jour à l'autre, ceci pourrait arriver au Togo. Donc, si le Togo est déstabilisé, s'il y a des troubles tels que le terrorisme, tels que ce que nous avons au nord du Togo, ça avantage Fonya Singbe parce que il pourra s'en servir et nous dire que voilà, le Togo est en guerre contre le terrorisme. Alors, il peut déclarer l'état d'urgence et dire que bon, il ne doit pas avoir des rassemblements, il ne doit pas avoir des marches, il ne doit pas avoir, comment on appelle, des groupes de rassemblement parce que ça peut attirer le terrorisme, ça peut favoriser le terrorisme. Du coup, les Togolais qui sont dans une fièvre certainement de révolution, qui sont dans une lutte de révolution pour changer le système, n'auront plus la possibilité de s'organiser. Donc, nous le savons bien. C'est une hypothèse, mais qui reste à vraiment vérifier. Mais le fait que le terrorisme est au Togo et tue les gens, c'est un fait qu'on n'a plus à démontrer. C'est un fait. Et ce que je dis, Fonya Singbe en profite aussi pour rester au pouvoir. Il profite de ce terrorisme aussi pour empêcher. C'est une hypothèse, comme tu le dis, mais je pense que ça l'aide aussi. Il profite de ça aussi pour empêcher le peuple togolais de réagir. Parce que aussi, avec le terrorisme, les Togolais sont vraiment dans de sérieuses difficultés. Ils pensent à la sécurité. Ils pensent comment faire pour éviter à ce que le terrorisme le prenne leurs enfants, les soldats. Donc, ils réfléchissent sur ça tout en mettant à côté la lutte contre la dictature. Vous voyez? Donc, le terrorisme nous occupe beaucoup plus. Et ceci, il faut que gagne du temps. Plus le terrorisme dure, plus ça le profite. Parce que les Togolais n'auront plus le temps d'investir, de s'organiser pour s'attaquer à la dictature. Donc, le terrorisme, d'une façon indirecte, profite à Fonya Singbe. Vous allez voir, au temps de Covid, il avait fait quelque chose comme ça. Lorsque le Covid, les autres pays avaient levé les mesures de trucs de Covid, mais lui, il avait continué par les maintenir. Il disait que non, il y a le Covid, il ne doit pas avoir de rassemblement, il ne doit pas de réunion. Tout simplement pour éviter que les Togolais s'organisent pour leur lutte. Donc, c'est ainsi que le terrorisme aussi le profite. Ouais. On va s'arrêter là pour le moment. On va y revenir. Et Passim, est-ce que tu peux dire un mot sur cette question-là? Bon, à qui profite le terrorisme? Je pense que nous savons très bien que les puissances esclavagistes et néocolonialistes ont entouré l'Afrique présentement. Et c'est les premiers bénéficiaires. Puisque c'est eux qui ont bombardé la Libye pendant 6 mois, à partir du 20 octobre 2011, pour tuer Kadhafi et s'en servir du Sahel et surtout les richesses de l'Iptapko Gourma. Mais à leur grande surprise, ils ont été arrêtés par les militaires de là, enchaînés par du Mali, enchaînés par le Burkina Faso et le Niger. Alors que l'objectif même, c'était de prendre le Sahel et viser le golfe de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les millions de kilomètres du golfe de Guinée, il y a le pétrole, il y a les richesses halieutiques que ces puissances convoitent. Et en retour, il fallait qu'on puisse mettre la main sur le golfe de Guinée et imposer les bases militaires au pays en question. Et pour faire cela, pour permettre ces bases en question, puisque aujourd'hui ils disent qu'il faut faire semblant pour qu'on puisse qu'on puisse solliciter leurs services. Ils le disent clairement. Ça voudrait dire que nous sommes des perclus.
on nous montre les bâtons par lesquels on va nous frapper. Et bon, personne ne réagit. Mais les gens s'appellent dirigeants autorités. Ouais. Et donc, ça profite maintenant à ceux qui se disent autorités et des camps de concentration, à savoir celui du Togo et du Bénin en particulier pour le moment. Puisque récemment, on nous dit que on a retrouvé les terroristes en Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est pour permettre les nouvelles installations des bases militaires américaines et européennes. Donc, après qu'on a chassé la France dans le Sahel, donc il faut prendre maintenant le golfe de Guinée autrement, puisque ils ne veulent pas quitter le Togo, ni le Bénin, ni la Côte d'Ivoire, ni le Ghana. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ils vont faire les piqûres de rappel avec les assassinats ça et là, on va leur dire de venir sécuriser, comme ce qui se fait présentement au Sénégal. Et en retour, maintenant, on va mettre au carreau, comment l'appelle-t-on, les peuples qui devraient travailler pour défendre leur nation. Et on va promouvoir maintenant leurs enfants qui sont enrôlés dans l'armée. Mais quand ils viendront, ils ne se battront jamais contre les terroristes. Ils se battront contre le concept de terrorisme. Ils seront là dans leur camp et on va continuer par tuer les pauvres paysans. Et vous n'êtes pas sans savoir que le nord du Togo est visé parce qu'il y a le manganèse que les Anglais ou bien les Britanniques doivent exploiter là. Donc ça aussi est mis en jeu. Et donc, si ça profite le régime, ça doit aussi profiter le peuple. Parce que le peuple doit contester face à l'insécurité et se révolter. C'est ce que moi je pense parce que bon, on ne peut pas continuer à nous chasser chez nous alors que certains disent que c'est eux qui sont nos garants, c'est eux qui peuvent nous défendre et personne ne nous défend. Donc s'il n'y a personne pour nous défendre, on se défend. Voilà ce que je fais. Oui, on a vu hier des images choquantes de populations d'Apon qui sont en train de partir. Et c'est ça l'objectif poursuivi, que les populations se déplacent pour que d'autres viennent s'installer pour exploiter les minerais. Donc, Passim, ton développement rejoint celui de Ruffin au sujet de comment cela profite au régime en place. Est-ce que précisément comment ça profite au régime en place? J'aimerais que tu le dises, tu nous le dises en des termes plus clairs encore, pour nous montrer comment est-ce que le terrorisme profite à ceux qui sont en place actuellement, notamment au Togo, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Oui, la dernière fois, nous avons vu, comment l'appelle-t-on, la dame de Commonwealth qui est venue ici à Pia dire qu'elle a rencontré le chef de l'État après avoir rencontré la première ministre. Bon, on ne sait pas si, après que les gens aient rendu leur tablier, ils continuent par s'arroger les titres et reçoivent les gens. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il faut dire que c'est par là qu'on tord le cou à la loi et on tord le cou au peuple togolais, puisque on ne sait plus réellement qui dirige quoi et comment. Voilà le profit qu'ils en tirent. Parce que c'est du cafouillage. Personne ne trouve la ligne directrice et ils continuent d'avancer comme ça pour l'intérêt de ces puissances. Et eux, leurs intérêts, c'est les miettes qu'on leur donne en retour et ils viennent influencer les pauvres paysans qu'on chasse. Donc, si on doit nous chasser chez nous et on veut se réfugier ailleurs, c'est comme le Congo. On dit que le Congo est trop grand et que le Rwanda est petit. Donc, il faut permettre que le Rwanda puisse trouver d'espace quelque part. Tout ça là pour mettre la main sur les richesses côtières du Congo. Donc, c'est la même chose. On ne peut pas en profiter de nos richesses parce que les dirigeants qui sont là ne veulent jamais se prononcer sur ces richesses. Et donc, c'est leur profit d'extraire ces richesses d'une manière voilée pour que personne ne puisse leur demander des comptes. Puisque si tu traites avec un étranger qui te donne quelque chose et toi tu prends, et lui il prend une grande partie, bon, ça veut dire ni vu ni connu. Voilà leur profit. Et c'est ce qui se passe présentement avec les phosphates et toutes les richesses. Parce qu'on ne rend compte à personne et on ne sait pas les lignes budgétaires de ces exploitations vont où et pour quel compte. Voilà le problème. Et c'est pourquoi je dis que si c'est comme ça, ça voudrait dire que le peuple doit réclamer ses droits tout simplement. Parce que nous sommes là. On vient exploiter des choses chez nous. Et personne ne nous dit quelque chose. Et les gens s'arrogent les titres d'autorité.
s'il y a des autorités qui ne peuvent pas nous défendre, alors là, on se défend comme il se doit, puisque c'est de droit légitime que je puisse me défendre quand quelqu'un vient m'attaquer chez moi. Ouais. Bon, maintenant, on apprend que l'Union européenne suspend sa coopération sécuritaire avec le Togo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Là-bas, c'est un piège. Et il y a plusieurs facettes là-bas. Je ne souhaite pas, parce que pour le moment, rien n'est confirmé. C'est un jeu trouble. La France ne veut pas être chassée du Togo. Vous comprenez? Un. Deuxièmement, la France veut, comment l'appelle-t-on, voiler, comment l'appelle-t-on, le système du régime dans ces cafouillages-là. Parce que si elle dit qu'elle suspend sa coopération, ça voudrait dire que la population va jubiler que oui, bon, on les a abandonnés. Alors que eux, ils sont maintenus là par eux-mêmes. Donc, si ils disent qu'ils ont suspendu leur coopération, en vertu de quoi ils suspendent leur coopération alors que les accords militaires secrets sont là et qui les a abrogés. Et qui a abrogé les accords de Bretton Woods, qui empêchaient d'employer les Togolais. Donc, s'il y a tous ces accords-là et elles suspendent, alors là, si réellement les autorités disent qu'elles sont pour le combat du Sahel, mais qu'ils dénoncent les accords-là, et en ce moment, on verra que oui, réellement, il y a dysfonctionnement. Mais si ça reste là, c'est un guet-apens et on risque de tomber dedans. Donc, ça voudrait dire qu'on veut nous amener à un cas vraiment inexpliqué, d'une façon qui va se passer comme le Gabon. Parce que ils ont tous les rouages aujourd'hui. S'ils ne passent pas par le panafricanisme, ils vont passer par le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est leur bras armé. Donc, s'ils disent qu'ils suspendent leur, comment l'appelle-t-on, coopération militaire, ça voudrait dire que un militaire va dire que, bon, ça voudrait dire que comme on nous a assez tués, alors on va voir ce qu'on peut faire. Et s'il y a soulèvement, ils vont faire doucement, ils placent leurs hommes. Donc, nous devrons être vigilants et savoir tout simplement que la France ne partira pas s'il n'y a pas un mouvement populaire comme ce qu'on a vu au Sahel. Voilà tout. Ouais. Bon, alors, cela amène à se poser la question de savoir qui est derrière Faure Gnassingbé, Rufin. Qui est-ce qui est derrière Faure Gnassingbé? Bon, alors, si l'Union européenne suspend sa coopération, ou si on doit considérer que c'est faux, qui est derrière Faure Gnassingbé qui lui permet de se jouer les médiateurs dans le Sahel et d'être en même temps l'ami de la France ou d'Israël ou des États-Unis et tout ça? Qu'est-ce que tu as à dire? Qui soutient Faure Gnassingbé en réalité? Bon, moi, j'ai essayé la dernière fois de mettre mes analyses. Le cas Faure Gnassingbé, c'est un mythe, c'est un cas très complexe. Hein. C'est très complexe qu'il faut analyser mûrement et puis comprendre. Hein. Faure Gnassingbé est en train de chercher à jouer à quelqu'un de souverain. Mais on peut pas être souverain, vis-à-vis de son peuple. En maîtrisant son peuple. C'est ça aussi la grande différence entre la souveraineté dont les pays du Sahel parlent et la souveraineté de Faure Gnassingbé. Donc, d'abord, il faut mettre cette différence-là. Donc, il joue le même jeu, hein, il pose les mêmes actes comme les pays du Sahel. C'est-à-dire, il dénonce à travers son ministre des Affaires étrangères, l'ancien colon. Il essaie. New World TV. Voilà. Il essaie de comment on appelle, de donner des ultimatums aux chaînes françaises. Tout ceci pour nous dire que je suis souverain, hein, personne n'a rien à me dire, mais pourtant, il est toujours dans le Commonwealth, il est toujours dans la francophonie. Donc, il a compris que il faut exploiter la situation, les enjeux actuels, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir profiter et se maintenir en tant que dictateur au Togo. C'est ça, lui, son problème, son objectif. Son objectif, ouais. Instrumentaliser les avantages que les enjeux donnent pour pouvoir se profiler, se renforcer et ne pas être dicté par quelqu'un et maintenir son peuple dans une dictature. C'est ça.
Et c'est le rôle-là qu'il joue. Donc, quand l'Union européenne dit, OK, nous allons vous envoyer du matériel de guerre pour lutter contre le terrorisme que eux-mêmes, ils ont provoqué et qui profitent aussi d'ailleurs, à fort, comme je l'ai dit quelques minutes plus tôt, hein, et lui dit comment lui veut utiliser ce matériel. C'est déjà pour nous dire que je suis souverain. Alors, ce qui ne plaît pas aux autres, aux Français et ses consorts, qui voient en Faure Gnassingbé quelqu'un qui n'obtempère plus, quelqu'un qui ne les écoute pas, mais ils ont peur de le brusquer. Pourquoi? Parce que les Français savent que s'ils le brusquent, les Américains sont là. Tu vois, donc il est côtoyé un peu partout. Il sait que s'il le brusque, comment on appelle, la Turquie est là. Donc, vous avez vu que lorsque l'Union européenne refusait que, bon, si vous ne voulez pas utiliser le matériel comme nous vous le disons, alors on suspend. Alors, il n'a rien dit. Il est parti directement, comme le dit l'article, il s'est tourné vers la Turquie et puis la Russie pour avoir son matériel. Donc, vous allez comprendre que lui, son jeu, c'est que il exploite tout ce qu'il a à exploiter pour se maintenir au pouvoir. Et il est coté parce qu'il est le seul qui peut causer avec, qui peut entretenir des relations avec la CEDEAO. Il est le seul qui peut en même temps, qui entretient des relations avec les pays de l'Est. Donc il se trouve au milieu. Donc si ses amis de la France ont besoin de faire du mal à l'ES, il doit passer par lui. Il le sait. Donc il est en train d'exploiter tout ça pour se maintenir au pouvoir. Raison pour laquelle je dis que c'est un dictateur fondeur qui refuse d'obtempérer, qui refuse d'exécuter ce que ses maîtres lui disent, mais qui exploite la situation pour garder son pouvoir, pour maintenir le peuple togolais sur une dictature, et il s'en va. Donc, la solution qui reste au Togolais, je crois que la solution qui reste au Togolais, la solution idoine, Attends, Passim, il n'a qu'à terminer. Vas-y. Oui, la solution idoine qui reste au Togolais, c'est de se rebeller, c'est d'organiser, comment on appelle, un rapport de force très fort pour pouvoir inverser, pour pouvoir renvoyer ce système-là. C'est ça la seule solution qui peut aider le Togo à ne pas, après choisir quelqu'un d'eux-mêmes qui pourra gérer le Togo et à choisir leur partenaire. C'est ça. Donc, c'est le peuple togolais seul qui peut se soustraire de cette situation en organisant un rapport de force, une insurrection populaire pour chasser ce système-là et choisir nous-mêmes celui-là qui va diriger le pays et organiser le Togo. C'est la seule solution, une solution qui reste pour nous. Parce que la France est là, elle guette. Oui. La France est là, elle guette, elle fait le jeu aussi, elle veut attirer l'attention du peuple togolais, elle veut appâter le peuple togolais dans ce sens aussi. Elle veut en même temps, avec les États-Unis, garder Faure Gnassingbé parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas encore trouvé une solution. Donc, c'est ça le problème. Ce sont les Américains qui sont là et qui regardent, ils attendent le jour où ils vont frapper. Mais nous, le mieux, c'est de frapper avant les Américains pour pouvoir libérer notre pays. C'est ça. Passim, je crois que tu as quelque chose à dire. Hein? Oui, bon, en fait... Il faudra enchaîner avec le rôle de l'armée. On va finir ce volet-là. Ouais. On n'a pas encore... l'armée n'est pas libre. L'armée est dirigée par un général français. Donc, présentement, l'armée est prise en otage également. Mais elle a une force qu'elle ne met pas en exploitation. Les morts qu'on a vus là, c'est leurs hommes de rang. Et partout où ça a été comme ça, 100 personnes ont été brûlées au Burkina Faso. On a vu ce que ça a donné. Donc, s'ils ne sont pas dans la solidarité, le peuple peut être solidaire de leurs concitoyens. Et toujours, le peuple a été solidaire. Donc, dans leurs accords d'exploitation du pays, le pays devrait être dirigé sur 35 ans par Faure Gnassingbé avec le contrat qu'il a signé avec Bolloré. Donc, pour qu'il puisse atteindre ces 35 ans, tous ces méli-mélos-là sont mis en jeu. Et donc, c'est à nous de comprendre et savoir que toutes les puissances s'entendent. Celui qu'on appelle Commonwealth, c'est lui qu'on appelle francophonie. Parce que la France n'a jamais interdit à un pays de rentrer dans une organisation. La preuve en est que
les États-Unis, et sinon la France est une vassale des États-Unis. Et les États-Unis sont commandés par l'Angleterre. Donc, c'est comme ça. Ils s'entendent tous. Et ce qu'ils font ici, par là, que c'est la France en chasse. Entre-temps, ils voulaient essayer de solidariser, mais ils voient que ce n'est pas possible. Et partout, quand leurs intérêts sont en jeu, ils s'entendent. Donc, nous aussi, on doit s'entendre. Si nos autorités nous fuient, ça voudrait dire qu'elles sont isolées. Si aujourd'hui l'Union européenne s'éloigne, quels que soient les cas, là où ils vont pour payer leur matériel ou veulent faire leur jambri là, la France a toujours son mot à dire. Parce que pour le moment, même les pays qui semblent se libérer n'ont pas la possibilité de payer leur matériel. Parce que c'est une chaîne. Partout où la France a, comment l'appelle-t-on, des labels ou bien a des positionnements, elle ne permet pas qu'on livre comment l'appelle-t-on, des pièces aux uns et aux autres. Donc, ce n'est pas le Togo qui va se retrancher. Donc, elle est toujours prise en otage. Et le Togo est toujours pris en otage et les autorités togolaises le savent très bien. C'est pourquoi elle essaie de prendre du temps parce que elles ont peur, ces autorités-là ont peur de la population, elles ont peur également de l'exil parce qu'elles ne savent plus où se rendre. Puisque, entre-temps, ils pensaient au Sahel, le Sahel n'est pas encore stable. Donc, voilà maintenant, ils sont entre le marteau et la plume. C'est à nous de comprendre les enjeux et prendre notre destin en main. Parce que les temps que nous traversons là, ce n'est plus question que quelqu'un n'a qu'à venir sauver l'autre. Nous sommes tous notre propre sauveur. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, cher ami. On va, ce sujet-là, je vois que on pouvait consacrer toute la séance pour en débattre, ça ne finirait pas. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va passer au deuxième point, à savoir la naissance du mouvement de libération nationale, le MLN, qui s'appelle aussi Freedom Togo, qui a été porté sur les fonds baptismaux hier, avec à sa tête Kofi Yamyan et son vice-président Bokor. Je ne me rappelle pas le rôle de Olympio, Jean Sylvanus Olympio, mais les trois là qui ont lancé ce mouvement hier depuis Paris, ou bien depuis la France, veulent unifier le Togo, les Togolais, les combattants, pour libérer notre pays de la dictature de Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que vous retenez de ce lancement-là, ou bien de cette cérémonie d'hier qui a vu la naissance de ce mouvement? Que retenez-vous de ça, Rufin? Bon, ce que moi je vais essayer de résumer, ce que je vais dire ici, ça n'engage que moi, parce que je ne suis pas porte-parole de mouvement, je ne suis pas encore membre du mouvement et je serai bientôt membre aussi. Donc ce que je vais dire ici, c'est ma façon d'appréhender le mouvement, ma façon de comprendre les différentes allocutions qui ont été prononcées par les trois co-fondateurs de ce mouvement. Donc, ce mouvement de libération MLN a été lancé hier soir, le 20 juin 2024. Donc, comme M. Niam l'a dit, le président du mouvement, il disait que le Togo est pris en otage depuis 1963 par une minorité prédatrice par une minorité prédatrice. Donc, pour mettre définitivement fin à cette dérive autoritaire et monarchique de M. Faure Gnassingbé et de son système, il faut une union de tout le peuple togolais et une synergie de toutes les forces vives des pays de la nation. C'est ce que j'ai compris. Donc, c'est ainsi que les trois cofondateurs de ce mouvement doivent forcer Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir tout de suite et maintenant. C'est l'objectif direct, ça. Donc, la lutte de la libération se fera, ce que j'ai compris, c'est ma façon de comprendre. La lutte de cette libération se fera sur deux fronts. Donc, d'abord, il y a le front endogène. Donc, ce front endogène, ça relève de beaucoup plus de la compétence du peuple togolais de l'intérieur. Et le front exogène est réservé à la diaspora et surtout à
à MLN, qui pour moi est un lobby politique. Parce qu'on a besoin d'un lobby politique, comme je l'ai dit toujours. Hein. Et ce lobby sera doté de tous les moyens pour mettre fin au système monarchique de Gnassingbé. Donc, comment ils vont mettre fin à ce système monarchique? C'est ma compréhension toujours. Donc, je pense qu'ils cherchent à démanteler tous les réseaux mafieux du système de Gnassingbé à l'international et au national. Ils doivent casser, ils veulent casser et déconstruire le narratif mensonger de ce système à l'international, parce que c'est important, parce que le système tient un narratif mensonger qui n'est pas la réalité du problème togolais, pour voiler les vrais problèmes du Togo. Donc, ils vont également aussi présenter un narratif qui illustre la réalité du problème togolais. Ils vont chercher à éveiller aussi la conscience collective. Donc, le combat endogène, dont je vous ai parlé maintenant, qui s'opérera au niveau interne par les Togolais du Togo, sera caractérisé par une pression du peuple togolais sur le système en utilisant des méthodes conventionnelles qui relèvent du droit du citoyen et du peuple. Donc, vous savez, les méthodes conventionnelles, ça peut être un soulèvement. Ouais. Donc, le peuple même en lui constitue une bombe atomique. On n'a pas besoin nécessairement d'utiliser des armes létales. Mais le peuple, un soulèvement du peuple, qui relève du droit, du citoyen, du droit du peuple, est plus puissant que tout. Donc, je pense que cette pression sera vraiment utilisée pour faire pression sur le système togolais. Ouais. Donc, selon ce qui m'a encore beaucoup plu, selon le président du mouvement, M. Kofi Nnamdi, qui se dit libre de tout, ça a beaucoup attiré mon attention, puis ça m'a beaucoup plu. Il se dit libre de tout geste, et de ne pas être le cheval de Troie, de personne, et moins encore de la France. Donc ça veut dire en même temps que beaucoup de gens disent que, bon, autant donné qu'il a fait la France, qu'il est encore en France, qu'il a été ministre de Mitterrand, donc il se pourrait que il soit utilisé par la France. Je rappelle ici que le général, comment on l'appelle, vietnamien, qui a mis en déroute la France et puis, comment on appelle, les USA, il est déjà mort, il est mort en octobre 2013, comme ça. Il a fait la France. Il était fan de Bonaparte, hein. Il lisait les trucs de Bonaparte, les stratégies de guerre de Bonaparte. Donc, il a fait la France, il connaît bien la France. Et c'est cette stratégie-là, le fait d'avoir connu la France, d'avoir vécu en France, d'avoir lu les stratégies, tout ça de Bonaparte, et ce qui a fait qu'il a mis en déroute l'Empire français et les Anglais. Donc, le fait que Nnamdi est en France et ses co-fondateurs sont en France, ce n'est pas aussi que ça apporte aussi quelque chose de positif. Donc, nous devons voir aussi ce sens-là aussi. Donc, merci. Il promet. Oui. Il promet aussi aux Togolais de dénoncer et de mettre fin au contrat léonais. Voilà le panafricanisme aussi que j'apprécie en lui, parce qu'il fait partie l'un des premiers politiciens togolais à dénoncer ouvertement, même étant en France, le contrat léonais. Ça, il faut le reconnaître aussi. Entre autres, le franc CFA et le retrait des troupes françaises. Donc, comme je le dis, il fait partie l'un des premiers qui a le courage de dénoncer ceci. Jusqu'ici, personne n'a eu le courage, aucun politicien n'a eu le courage ouvertement de le dire. Raison pour laquelle j'accorde une certaine confiance à ce mouvement et je demande à tous les Togolais de s'y adhérer. C'est ça. Donc, comme ça, je peux résumer. Tout ce que je dis ici, ça n'engage que moi. Merci. Merci beaucoup. Il y a un volet, un clin d'œil, on dirait, Kofi Nnamdi a déjà fait un clin d'œil aux panafricanistes. Je voulais le rappeler, Kofi Nnamdi a dit hier, je suis le cheval de bataille de je suis le cheval de Troie de personne. Je ne suis pas le cheval de Troie de la France. Et il a rappelé que il est pour la fin du franc CFA et le retrait des troupes françaises d'Afrique. Il a dit hier au cours de l'ouverture du lancement de ce mouvement-là. Et bon, j'aurais voulu que ça fasse l'objet d'un point particulier. Mais bon, comme tu as enjambé le débat déjà vers ça, je vais laisser la parole à Passim, donc qui va donner son point de vue sur ce qui s'est passé hier, sur le lancement de Freedom Togo, le mouvement MLN, et dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu as retenu de ce qui s'est passé hier
avec Kofi Nyamnyan, François Bokor et Jean Sylvanus Olympio. Bien, merci, monsieur. Vous voyez, bon, le mouvement en lui, c'est à saluer, mais moi, je vois ça plus vers, comment l'appelle-t-on, l'éveil de la diaspora. Parce que longtemps aussi, on dit la lutte doit se mener à l'intérieur, mais quand l'extérieur aussi est mouvementé, ça mobilise aussi l'intérieur. Et j'ose croire qu'avec ce mouvement, bon, la diaspora va faire une démonstration. Parce que longtemps, on n'a pas tellement entendu les Togolais. Et partout, ça s'agite. Les gens vont même à la CPI pour dénoncer les dérives dictatoriales de leur pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils vont partout et ils se font entendre. Mais c'est comme nous, les Togolais, on se cache toujours. Non, je ne fais pas la politique, je vais revenir en vacances pour faire, pour éviter que je sois pris quand je vais revenir, donc je ne vais pas parler. Pendant ce temps, le pays est en train de s'enliser. Et ceux qui sont à l'intérieur sont pris en tenaille. Donc, dans ce mouvement, comme il a parlé des bases militaires et le franc CFA, c'est une bonne chose. Et comme il a dit que lui, il était fâché parce qu'il a parlé à François Hollande et il a accepté de lever les bases militaires et de mettre fin au franc CFA. Bon, et, quand il a pris le pouvoir, il a fait à sa tête. Nous osons croire que eux aussi, ils feront à leur tête pour l'intérêt du peuple togolais. Sinon, le peuple togolais doit aussi comprendre qu'il n'y a pas de libérateur, le peuple se libère. Donc, se joindre à un mouvement, c'est avoir des convictions et être déterminé, avoir, comment l'appelle-t-on, une conscience ouverte sur les enjeux actuels. Parce que les autres ne peuvent pas toujours parler à notre nom. Il faudrait que tout le monde puisse avoir une conscience unique vers l'objectif visé. Et c'est en cela qu'on pourra arracher notre liberté. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est une mafia internationale qui s'est incrustée avec une mafia endogène pour piller le Togo et faire saigner le peuple togolais. Donc, si on prend conscience de cela, on comprendra ce qui se dit et on saura maintenant mettre nos pas au pas de la diaspora pour que ensemble on puisse relever les défis et redorer les blasons de nos ancêtres par rapport au combat qu'ils ont eu à faire pour que nous ayons cette portion qu'on appelle le Togo. Bon, je voulais ajouter quelque chose là, très important là. Vas-y. Vous savez, en Allemagne, il y a la législation allemande a une clause, a une loi qui dit tout pays, tout citoyen de tous les pays, de tout pays du monde, a le droit de porter plainte contre les criminels qui ont commis des génocides, des criminels qui ont commis des crimes ou soit des homicides dans leur pays. C'est-à-dire que, un exemple, moi qui suis togolais ici, j'ai le droit de porter plainte contre, par exemple, un criminel togolais, politicien, qui aurait tiré sur un enfant. J'ai le droit de le faire. Vous comprenez? Donc, ça, c'est encore beaucoup plus faisable si nous avons un mouvement politique. Oui, un lobby politique. Ouais. Donc, je pense que ce qui vient d'être créé, le MLN, qui vient d'être créé, que je dis toujours un lobby politique, hein, et a le droit, a cette chance-là de pouvoir engager des procédures comme ça pour pouvoir mettre à terre, pour pouvoir mettre à genoux le système togolais. Vous voyez. Donc, je pense aussi, c'est pas seulement en Allemagne, il y a ça aussi dans quelques rares pays en Europe. Donc, ouais. Je pense que LMLA peut se saisir de cette opportunité-là que des pays européens offrent pour pouvoir accélérer, comment on appelle, la fin de ce système. C'est ce que je voulais ajouter. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour cet apport. Et donc, nous souhaitons bon vent, bonne réussite à Freedom Togo, qu'on appelle également le Mouvement de Libération Nationale, MLN. Passim a fait allusion au rôle de la diaspora et nous avions prévu en dernier point le rôle de la diaspora et puis le semblant pas le semblant, il y a une sorte de malentendu entre les Togolais de l'intérieur et les Togolais de la diaspora en ce qui concerne la participation de la diaspora. Il y a beaucoup qui disent, en particulier,
vous parlez trop, venez sur le terrain. Si vous êtes de vrais combattants, revenez sur le terrain pour faire le combat. J'aurais voulu qu'on en parle. Et je vais me prononcer là-dessus avant que vous autres ne vous prononciez. On va aller vite parce que notre dernier point, c'est le sujet de Guy Marius Sagna. Bon, alors, ce que je voulais dire au sujet de cette question diaspora et puis Togolais de l'intérieur et disons les Africains de l'intérieur, c'est qu'il y a une partie de la population togolaise. Moi, j'avais toujours pensé que ce n'est que les gens du système en place qui tiennent ce genre de propos. Mais tout récemment, j'ai constaté que les gens même qui se disent combattants pour la démocratie, quelquefois, ils s'en prennent aux gens, aux Togolais de la diaspora en disant, vous, si vous pensez que vous pouvez faire mieux, revenez, non? Pourquoi vous êtes là-bas en train de parler? Et moi, je pense que il y a deux explications à cela. La première explication, c'est que les gens du pouvoir veulent effectivement que vous rentriez et ils vont vous tuer. Si vous sentez que vous êtes des garçons, revenez ici combattre. Et ce que les autres Togolais qui ne sont pas du système et ils le répètent comme ça, cela semble être la manifestation d'une inculture, c'est-à-dire, mais dans tous les pays, on sait que la diaspora a joué un grand rôle et a toujours, comme aujourd'hui, nous avons ce mouvement-là qui est né, et comme l'a souligné Ruffin, ce mouvement a beaucoup à faire, peut beaucoup faire. Maintenant, si on est informé et qu'on est cultivé, qu'on connaît l'histoire des sociétés et qu'on connaît le rôle de la diaspora, on ne peut pas se permettre de parler en se moquant des Togolais, en disant, si vous êtes fort, revenez ici pour montrer que vous savez faire quelque chose. Vous voyez? Et il y en a qui disent, ouais, revenez ici pour nous montrer que vous êtes de bons. Mais ça, c'est, quand vous entendez les gens parler comme ça, vous vous rendez compte que c'est des gens qui n'ont rien compris du tout. Parce que toutes les grandes révolutions ont été faites avec les gens de la diaspora et qui sont bien organisés comme ce qui vient d'être fait. Et c'est la diaspora qui a donné l'impulsion à toutes les révolutions. Et tout récemment, De Gaulle était en exil à Londres et puis à Brazzaville. Hein, même Mao Zedong était en exil en France. Et ici, aux États-Unis, Jefferson était en France. Et donc si les Togolais continuent pas à raisonner comme ça, ils font preuve d'une inculture qui n'est pas acceptable, c'est minable. Vous voyez, c'est l'attention que j'aimerais attirer des Togolais, de savoir que, mais on ne peut pas dénier à la diaspora son rôle. Et si la diaspora voit des choses qu'elle dénonce, vous ne voulez pas que la diaspora dise quelque chose, alors que la diaspora joue un grand rôle dans les finances. Il fut un moment au Togo, je me rappelle que l'ancien doyen de la faculté, le premier doyen de la faculté des sciences de gestion, monsieur Nadim Khalif, avait fait un document où il avait démontré que si les Togolais de la diaspora ne mettaient pas l'argent à l'intérieur du Togo, mais ce serait une catastrophe. C'était au début des émigrants, c'est les Togolais de la diaspora qui ont acheté les émigrants et tout ça là. Donc, il avait même donné des chiffres qui montraient que la diaspora joue un grand rôle. Je crois que j'ai un peu trop parlé sur cet aspect-là. Prononcez-vous rapidement sur cette question diaspora, Togolais de l'intérieur. Comment on va amener les gens à comprendre qu'on a besoin d'une synergie des deux forces pour pouvoir d'abord changer le système et ensuite construire le pays. Passim. Bien, d'abord, je ne suis pas pour ceux qui disent que la diaspora, ils n'ont qu'à venir pour lutter. Mais je vais dire que il y a la naïveté et il y a aussi, comment l'appelle-t-on, la tristesse ou bien la colère que les gens ressentent face au régime actuel. Parce que ce que nous subissons, parfois, bon, par certains propos, certains s'énervent contre et pensent que, bon, les autres n'ont qu'à aussi venir vivre ça. C'est ce que je peux dire. Mais ce n'est pas bon ou ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, lucide de la part de ceux qui le disent. Parce que ce soit au Togo ou en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes expressions. Parce que vous savez que les pays-là sont pris en dictature féroce. Donc, eux-mêmes, comme ils sont menacés à l'intérieur, ils se disent que, comme on nous menace et vous ne voyez pas, vous aussi venez, vous allez voir.
C'est ce que je comprends. Donc, c'est le lieu de rappeler que, bon, c'est vrai, et les autres sont partis, nous sommes là. Mais ce qu'ils disent, c'est à nous de les expliquer, voilà nos réalités. Vous êtes partis, si ça a duré ou ça n'a pas duré, voilà ce qui se passe. Et ensemble, maintenant, on va trouver des solutions. Mais dire que les autres n'ont qu'à venir, si nous tous nous sommes ici, bon, comme on le dit, la dernière fois, quand Robert Doucet, ministre du colonie de Togo, s'est promené dans la diaspora pour faire le bilan des transferts au Togo, pourquoi il n'a pas fait le bilan qu'on fait du Togo vers l'extérieur? C'est là où on doit comprendre qu'il y a du gain dans ce qu'on transfère. Ce qu'on prend même, ce que la diaspora donne à l'intérieur, en réalité, ce qui les perçoivent ne les perçoivent pas en totalité. Il y a une partie qui va en grande partie du côté comment l'appelle-t-on, du pays originaire et une partie pour le pays. Et ça va où dans les poches des barons. C'est ça aussi, il faut dire. Parce que, après tout, le système monétaire qu'on a mis en place, c'est pour siphonner nos richesses et tirer profit de la souffrance intérieure et de la souffrance extérieure. Vous allez voir la diaspora envoie les devises en devises et les devises sont encaissées par le compte d'opération français. Voilà. Et maintenant, au trésor français, oui. Ça profite au régime dans la mesure où, au lieu que ça soit un contrat de 90%, et ils peuvent signer un contrat de 15%, et bon, le reste, ils vont mettre ça dans les comptes à l'extérieur. Et à qui cela profite? À l'extérieur. Et donc, ça voudrait dire que, comme le procès de l'université a fait le bilan, ce qui doit revenir aux Togolais dans la gestion du pays est opaque et on ne verra jamais la distribution des richesses parce que les autres pillent de l'intérieur vers l'extérieur, alors que ceux qui travaillent là, ils font tout pour que au moins ceux pour qui on pille, ils puissent trouver de quoi se défendre. Vous voyez, donc c'est le paradoxe là même qu'il faut mettre en lumière pour que chacun puisse comprendre que si la diaspora n'arrive pas à revenir, il y a un système qui le bloque. Et ce système, c'est le système du pillage, d'escroquerie étatique et de malversation économique. Donc, si il n'y a pas ça, la diaspora, et chacun sera quelque part, il va revenir dans son pays librement et peut investir. Et personne n'a peur de revenir. Sinon, plutôt, la diaspora, bon nombre veulent revenir, mais le système les empêche. Puisque ce sont eux-mêmes qui ont mis le système d'évacuation des résistants vers eux pour qu'ils puissent être en paix avec les marionnettes. Donc, si on doit tenir ces langages, on va toujours rester dans l'exploitation économique et monétaire et même militaire parce qu'aujourd'hui, on nous instrumentalise sur tous les plans. On n'est pas autonome militairement, sanitairement, économiquement. Et donc, c'est ensemble qu'on doit relever le défi parce que la diaspora a son mot à dire. C'est là où j'ai dit qu'il faut une mobilisation à l'extérieur qui va galvaniser ou bien motiver ceux de l'intérieur après tant de luttes inachevées. Voilà. Merci, Ruffin. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Ah oui, bon, moi je n'ai jamais été en prison. Et ceux qui ont été en prison au Togo, vraiment, chapeau pour eux. Quand vous allez en prison, selon ce que sait quelque chose, hein? Ok, ce qu'il veut dire, il va continuer ou bien filmer. Parce que quand vous allez en prison et que vous sortez quand vous allez en prison pour des raisons politiques, qu'est-ce que le parti au pouvoir fait? Il y a un lavage de cerveau. On te dit, voilà, tu ne devais pas être ici. Quand vous les écoutez, là, ils vous trompent, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils ont le travail, ils sont à l'extérieur, ils vous trompent, ils vous disent de faire ceci, de faire cela. Ils vous induisent en erreur. Voilà, tu es en prison aujourd'hui. Eux-mêmes n'ont qu'à revenir faire ça. Ouais, mais là que vous êtes en prison, ils vous ont trompé. Donc, il ne faut pas les écouter. Ouais. Donc, il faut un lavage de cerveau aux gens. Si tu n'es pas tellement fort psychologiquement, quand tu sors, la plupart du temps, les 90% ceux qui ont fait la prison dans un système dictatorial tel que le Togo, ils ne parlent plus. Ils n'agissent plus. Et vous allez voir que le phénomène dont tu viens de parler, Joseph, et que nos frères de l'intérieur nous disent de revenir pour faire la lutte, ce phénomène est encore très récurrent ces derniers mois. Ces derniers mois-là.
Pourquoi? Ça, c'est mon analyse. Hein. Tout Mhm. simplement parce que nous avons durement critiqué les partis politiques de l'opposition l'année passée du fait que ils ont d'une manière ou d'une autre même compte tenu, même avec la situation qui prévalait l'année passée, qui était vraiment flagrant, et ne devaient pas participer aux élections, ils se sont entêtés pour aller aux élections. Et beaucoup d'entre nous les ont critiqués, mais c'est pas normal. Et on a demandé même au peuple togolais de boycotter les élections. Ça n'a pas plu à beaucoup de partis de l'opposition qui avaient certainement d'autres intérêts derrière. Ouais. D'autres ont dit qu'ils veulent aller aux élections pour avoir de l'argent parce qu'ils en ont besoin. Donc le fait de demander au peuple togolais de ne pas aller aux élections, pour des raisons que nous connaissons, ça a beaucoup fâché beaucoup de partis politiques. Et en même temps, comme le Togolais est toujours affilié à son parti politique, est toujours endoctriné par son parti politique, alors là, il faut comprendre. Donc, la diaspora qui dit de boycotter les élections, eux-mêmes n'ont qu'à revenir au pays boycotté. Ouais. Donc, le message est passé. Donc, cette haine a été transmise. Ouais, c'est ça aussi. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre la situation. Mais, malheureusement que ça ne nous avantage pas. Nous sommes complémentaires. Nos frères au pays et nous qui sommes ici, nous sommes complémentaires. Vous voyez, sans cette lutte, sans la diaspora, ça ne peut pas marcher. Sans nos frères au pays, ça ne peut pas marcher. Nous avons de l'argent. L'argent, ça veut dire quoi? Les 3 millions de diaspora qui sont là, si chacun cotise au moins 1 euro, nous allons rassembler des millions, des milliards. Donc ça peut relancer la lutte. C'est ça même. C'est ça, c'est parce que Fort Gnassingbé, c'est que les Togolais n'ont pas d'argent. Mais du moment où la diaspora entre en jeu en s'organisant comme cela se fait maintenant, ça fait peur à Fort Gnassingbé. Ouais, ça fait peur. Donc les Togolais doivent comprendre que nous sommes vraiment aussi importants comme eux. La dernière fois, il y a de cela, c'est cette année même, quand Togolais a été malade, il a eu un cancer de sang. Il a fallu l'envoyer en Inde. Donc il a fallu cotiser 40 millions. Donc la diaspora a apporté les 90% de cette somme. Et pour le ramener en Inde, malheureusement, arrivé en Inde, il est mort. Vous voyez. Donc plusieurs fois, la diaspora a mis la main dans la poche pour sauver nos frères togolais, à manger, à s'instruire, à se soigner. Donc il y a cette complémentarité. Les Togolais doivent comprendre que nous sommes condamnés à être ensemble, à se donner la main dans la main pour en finir, pour en découdre avec ce système. Nul n'est plus important que l'autre. Nous sommes complémentaires. Donc, il faut qu'ils refusent d'écouter ceux-là qui essaient de les endoctriner, ceux-là qui essaient de faire passer ce message de division. Voilà. Merci Ganda. Écoute, tu as fait allusion à quelque chose qui m'a rappelé une idée qui me tracasse depuis des années. C'est que au Togo, bon, en tout cas, peut-être que c'est partout ailleurs comme ça, mais au Togo, lorsque vous êtes en difficulté avec le système en place, il se trouve des gens pour vous dire, mais c'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui avez... Mais on n'accuse pas celui qui vient. Par exemple, si ici, on vous emprisonne, et les gens ne se disent pas, mais on va poser la question à celui qui est emprisonné, mais plutôt on va accuser celui qui est emprisonné en disant, c'est vous qui êtes allé chercher le problème. C'est vous qui avez créé le problème. Et moi, ça me rend triste parce que on a l'impression que le Togolais n'a pas l'esprit critique ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez quelqu'un qui est celui qui tient, je vais terminer, celui qui tient les armes et qui punit d'autres. Vous ne l'accusez pas, mais vous accusez celui qu'on a puni. C'est comme si vous dites que celui qui a puni a le droit de punir. C'est que mais quand en procédant comme ça, au lieu de vous révolter contre celui qui a pris l'arme pour tirer sur quelqu'un, ou bien celui qui a pris l'autre pour mettre en prison, vous dites lui-même il a voulu. Comment lui-même qu'est-ce qu'il a fait qui méritait qu'on le mette en prison, ou bien qu'on le tue, ou bien qu'on lui casse le pied? Est-ce qu'il a fait quelque chose qui mérite qu'on le casse le pied? La manière dont on raisonne souvent, c'est comme si vous dites que Fort Gnassingbé a le droit, parce que lui, il est là-bas, c'est vous qui devez savoir que vous devez éviter de dire quelque chose. Mais quand vous dites des choses comme ça, vous donnez la force à celui qui tue les gens. Mais au lieu de condamner celui qui tue les gens, vous condamnez celui qu'on a condamné, qu'on a tué. C'est très grave. Donc, bon, Passif, vas-y. Oui, je ne voulais pas vous couper, mais je voulais vous dire que vous êtes en train de dire quelque chose je ne sais pas comment je peux expliquer, puisque les gens sont dans le conditionnement. 50 ans de règne sans ouverture d'esprit en tant que tel,
mais c'est pas facile aux gens de comprendre. Vous voyez, c'est ce que je disais, et que le mouvement en lui ne libère pas, c'est l'ouverture des consciences. Donc, là où nous sommes, les gens ne savent même pas, ne connaissent pas leurs droits. On leur dit tout simplement, regardez les cas des élections. On dit, allez-y voter. Et en retour, maintenant, vous n'avez pas eu le droit de réclamer ce qui vous convient. Ça voudrait dire que on vous neutralise et on vous oriente toujours. Et maintenant, quand le peuple a compris, mis à part les alertes qu'on a données, bon, les élections ne donneront rien, le peuple même a choisi de rester chez lui. Et qu'est-ce que les gens disent? Que c'est eux qui ont permis les bourrages d'urnes. Alors que nous avons vu le processus qui nous a conduit aux élections. On nous dit qu'on va consulter le peuple, mais on consulte les chefs cantons. Ça voudrait dire que le peuple ne fait pas partie. Et si le peuple dit, donc, bon, comme moi, on ne m'implique pas, donc, bon, je ne suis pas aussi invité pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Maintenant, on l'insulte. Donc, on insulte son intelligence. Donc, ça voudrait dire que le travail doit être fait. Et c'est de bouche à oreille. Nous avons nos familles, nous avons nos proches, nos amis. On doit se parler concrètement. Sinon, sur les réseaux, tout ce que les gens disent, bon, ils sont parfois dans le matuvi, ils veulent toujours, parfois d'autres veulent qu'on puisse les repérer, comme il y a la galère, si on le trouve quelque part, bon, lui, il va trouver sa part. Alors que ça n'arrange pas. Tant que la masse va souffrir, la minorité n'aura pas la paix. Et c'est ça que je dis, il faut résoudre le problème à la racine. On peut emprisonner les gens. Les gens sont sortis des prisons, ils sont devenus des paralytiques. D'autres même sont morts. D'autres sont des malades à vie. Tout ça là, est-ce que ça résout le problème? Non. Le problème est là. Et c'est lié à quoi? Depuis les déportations à l'esclavage et leur monnaie esclavagiste terroriste qu'on a imposée. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème, on va se tirailler pour un rien. Donc, si nous, les Togolais, on n'a pas compris les enjeux, qu'il faut tenir les racines du système mafieux et satanique qu'on a implanté depuis les indépendances, on va se faire du tort pour un rien. Et c'est la même chose que partout où les satrapes sont là, c'est les mêmes chansons que vous allez entendre. Mais la culture va venir et l'éveil des consciences ne va pas épargner le Togo parce que c'est nous sommes à l'heure du basculement. Donc, tout ce qui se fait, c'est ce que les gens finiront par être derrière la vérité. Puisque, comme je le disais avant, quand on te fait ce que tu as menti, maintenant, quand on te fait ce que tu as dit la vérité. Vous voyez? Donc, il faut aller maintenant voir ce qui se passe au Parlement de la CEDEAO dont vous allez traiter. Merci, c'est le dernier point qu'on va aborder. Ce qui se passe au Parlement de la CEDEAO, ça séduit beaucoup de gens, avec celui qui apparaît comme le grand, celui dont on parle partout, Guy Marius Sagna, un député sénégalais qui est au Parlement de la CEDEAO et qui a séduit les Togolais en faisant une présentation qui permet d'espérer que tous les pays africains puissent comprendre réellement ce qui se passe à la CEDEAO. Donc, à part ça, il a pris position sur beaucoup de choses, sur le PNUD, et il a dit que le travail du PNUD participe de l'appauvrissement du continent. Et quand il a tenté de dire que aussi longtemps qu'il parlait du PNUD et qu'il accusait le PNUD, ça allait. Quand il a essayé de dire que c'est nos chefs d'État qui appauvrissent le PNUD, on a vu la levée de bouclier total. Hein, le Togolais qu'on appelle, comment il s'appelle déjà, Sénou, hein, Sénou, j'oublie son nom, hein. Bon, ça va revenir, mais il a carrément émis l'idée qu'on Soklingbe. Donc, il a émis l'idée que une pétition soit écrite pour qu'on exclue Guy Marius Sagna du Parlement de la CEDEAO. Et je fais cette petite introduction pour vous permettre de vous prononcer. On va revenir pour voir
Et bon, prononcez-vous d'abord sur le travail qu'il a fait, et puis on va revenir maintenant parler de ce que le PASTEF, hein, il est membre du PASTEF, c'est-à-dire le parti de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Il fait partie de ce mouvement-là, et ce qu'il dit à la CEDEAO semble contraster avec l'attitude de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Ben, parlons d'abord de ce que vous pensez du travail de Guy Sagna, Guy Marius Sagna, et on va revenir sur le PASTEF. Qui veut prendre la parole? Ruffin? Bon. Donc, Guy Marius Sagna, bon, moi je l'ai connu il y a de cela quelques semaines. Nous tous, hein? Oui, ouais. À travers ses sorties poignantes, et puis sauf toi, oui, ok. C'est l'enfant terrible de l'Assemblée de la CEDEAO. Et ouais. Je pense qu'il n'a pas passé inaperçu. Tous les Togolais l'ont apprécié, pour ne pas dire tous les panafricanistes. La façon dont il a pris la défense du Togo. Donc, il a dit, de la même manière, je ferais si c'était le Sénégal, si c'était le Bénin, si c'était le Togo, si c'était les autres. Donc, c'est une expression panafricaniste. Donc, moi, je l'ai apprécié. Sans mentir, j'ai apprécié sa façon de défendre le Togo. Et ce qui a aussi attiré mon attention, c'est que l'hémicycle, là, d'ailleurs, personne ne l'a soutenu. À la rigueur, là, récemment, il y a 1-2 personnes, c'est fini. Lorsqu'il parlait, personne n'a soutenu. Donc, cela prouve combien de fois, ça donne encore raison aux pays du Sahel, qui disent que la CEDEAO, c'est la CEDEAO des chefs d'État, et ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Parce que tous ceux qui sont assis là-bas, ce sont des gens qui n'ont pas été élus directement par le peuple. Et ils ont été choisis et par des dirigeants dictatoriaux qu'ils représentent. Donc, ils n'ont pas le... Oui. Oui. Et ils n'ont pas le droit de dire autre chose. Ils n'ont pas le droit de soutenir un Sahélien, un panafricaniste qui dit la vérité. Donc, ils se sont tus. Ouais, donc, ça pourquoi de fois la CEDEAO ne joue pas son rôle, ça pourquoi la CEDEAO n'a pas raison d'exister. Donc, si moi, je veux juger la CEDEAO doit disparaître. Et d'ailleurs, Sagna a dit que la CEDEAO est déjà morte. Oui, on ne peut que l'enterrer. Et effectivement, elle ne joue pas son rôle. La CEDEAO doit disparaître et suivie aussi de l'Union africaine. Donc, je donne raison, comment on appelle, au pays du Sahel. Et les députés l'ont encore prouvé. Ils donnent aussi raison. Ces députés qui sont tués dans cette situation donnent raison directement au pays du Sahel. Donc, personne ne peut plus les critiquer. Donc, je salue M. Guy Marius Sagna. Quant à son appartenance du PASTEF, moi, je ne savais pas. Moi, je sais qu'il a créé un mouvement qui s'appelle le FAP. Je ne savais pas qu'il appartenait, comment on appelle, au PASTEF. Donc, s'il appartient au PASTEF, je voudrais qu'il continue le travail, qu'il lance un appel aux dirigeants du PASTEF, oui, qui ont pris la mission d'aller sensibiliser les pays du Sahel, de revenir dans la CEDEAO, qui leur disent que la CEDEAO est déjà morte. Voilà. Ouais. Donc, pour compléter la lutte panafricaniste qu'il est en train de mener. S'il ne le fait pas, alors là, ça serait un peu difficile. Mais je l'encourage quand même d'aller dans le sens dans lequel il va. Voilà, merci. Passim? Oui, bon, le député Guy Marius Sagna, depuis 2019, avec avant l'avènement de choses, l'ancien président. Non. Ah oui, Macky Sall. Macky Sall, il était déjà dans les rangs des résistants, des activistes, et puis bon, ensuite, avec le mouvement PASTEF, il a aussi démontré à quel point il faut donner la liberté au peuple. Et c'est ça, il revendique du côté comment l'appelle-t-on, du Togo. Maintenant, dans toutes ces interventions au Parlement de la CEDEAO, et d'après le dernier intervenant qui a corrigé le député togolais par rapport à son appartenance dans la communauté où il se trouve, parce que ils disent que dans la comment l'appelle-t-on, au Parlement de la CEDEAO, il n'y a pas question de pays. Donc, quand on parle de pays, on parle selon la communauté. Donc, revendiquer son appartenance à un pays, ça sort de
leur, comment l'appelle-t-on, de leurs convictions qu'ils ont eues en jurant avant de commencer leur travail. Or, nous avons vu comment, voilà, nous avons vu comment celle de la Côte d'Ivoire a agi. Cela démontre à quel point les deux députés, que ce soit celui du Togo ou de la Côte d'Ivoire, on voit comment les zélés, les gens sont zélés pour se faire promouvoir les postes. Donc, ça voudrait dire que c'est des pays en dérive dictatoriale. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous êtes là au Parlement de la CEDEAO, c'est pour défendre le peuple ou bien c'est pour défendre les chefs d'État. Ces chefs d'État, s'ils n'ont pas échoué, Faure Gnassingbé fait 20 ans. Est-ce que son pays a retrouvé ses lettres de noblesse? Non. Est-ce qu'il a honoré à la mémoire de celui qui a inauguré l'indépendance du Togo? Non. Est-ce qu'il a opté pour l'indépendance monétaire, militaire et sanitaire? Non. Donc, si après 13 ans de règne en Côte d'Ivoire, un satrape reptilien continue par s'endetter et endetter le peuple ivoirien et que quelqu'un se trouve être la gendarmetre, bon, l'on doit se demander de quoi il s'agit quand on appelle député de la CEDEAO. Une communauté. Et pire encore, elle défend qu'on dise que les chefs d'État se sont constitués en syndicat sous forme dans la CEDEAO. Alors que elle-même, elle est en train de défendre ce syndicat. Voilà le paradoxe. C'est là où on comprend le niveau des niaiseries ou des politiciens rabougris qu'on met toujours partout pour défendre les intérêts personnels. Au nom de son gésier, elle est prête à tout. Alors qu'il fallait défendre la cause communautaire. La cause communautaire, c'est la libre circulation des personnes et des biens. C'est la monnaie commune. On a le franc CFA qui fait son 15 ans. En 2025, elle fera 80 ans. Alors qu'on avait échelonné son 15 ans pour créer la monnaie autonome africaine. Bon, si on n'a pas fait, où se trouve la faute du député sénégalais? Il a le droit de le dire. Mais ce qui m'a offusqué, c'est ces parlementaires aussi, nombreux qu'ils soient muets face à l'attaque de la dame ou à l'attaque de Guy quand il dit la vérité. C'est nouveau pour eux ce style-là. Le style de Guy Sagna, c'est nouveau pour eux. Ils appartiennent à des dictatures. C'est des députés nommés. Tu vois? Oui, bon, maintenant, quand on voit Guy-Marie Sagna parler de l'assassinat ou du meurtre des Amérindiens, avec les Américains qui viennent nous parler des droits de l'homme, et les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki, qui n'a pas eu ça comme pour à l'école. Mais si c'est une histoire, et il devrait l'appuyer, puisque les gens ne peuvent pas tuer, assassiner, continuer par tuer, et tuer nos leaders charismatiques, et venir nous parler des droits de l'homme.